c'est les débits les plus faibles qu'on retrouve dans les rivières. Donc, vous savez que les rivières, en hiver, typiquement, elles sont bien gonflées. En été, elles sont à leur niveau d'étiage, c'est-à-dire à leur niveau le plus bas de l'année. Donc, réduction des précipitations en été va faire en sorte que les débits d'étiage sont encore inférieurs. Donc, on va avoir globalement une perte de 25 à 50% sur l'oignon durant l'été et le début de l'automne. Donc, ça, c'est une simulation qui a été faite par l'agence de l'eau, Rhône, Méditerranée, Corse. Il y a aussi une modification qui est attendue des débits en hiver, mais dans une proportion moins évidente. Une baisse du manteau neigeux qui du coup va entraîner une réduction du stockage d'eau pour les cours d'eau, sachant que la neige qui est stockée, elle est relâchée progressivement au fur et à mesure de la fonte des neiges au printemps. Donc ça va aussi avoir forcément des modifications sur les débits des rivières. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est pas que la quantité d'eau, c'est aussi la qualité de l'eau. Moins on a d'eau qui circule dans une rivière, plus on a de risque d'avoir des pollutions concentrées, parce que nos rivières sont quand même parfois polluées. Et puis un phénomène d'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est en gros un développement aberrant, important des algues dû à une richesse trop forte de la rivière. Donc en fait, ces algues, elles vont ne plus laisser passer, donc elles vont se développer, elles vont proliférer à la surface de l'eau, et du coup, il n'y aura plus de soleil qui va passer, et ça va faire mourir tout ce qui est en dessous. Et le stade ultime de l'eutrophisation, c'est la dystrophisation, où là, vous avez vraiment plus qu'une algue, que des algues, finalement, il n'y a plus rien qui est vivant un peu dans la rivière. Donc ça, c'est valable quand il n'y a plus suffisamment d'eau qui circule, quand il n'y a plus de circulation. Donc voilà, la baisse des débits, baisse des précipitations, ça risque d'accentuer le phénomène d'eutrophisation. On le voit à Lure, je ne sais pas si, vous le voyez peut-être vous ici aussi, mais à Lure, il n'y a plus d'eau qui circule depuis le mois de juillet, je pense. Ça va faire 3 mois que l'eau est complètement, que le lion est complètement à sec. Il y a l'herbe qui commence à pousser au fond. Alors il y a eu une semaine de pluie au mois de septembre, ça a un petit peu rechargé, mais c'est pas pour autant qu'il y avait un écoulement. Mais ça a un petit peu rechargé les différentes flaques qui restaient. Mais maintenant, là, ça fait 2 semaines qu'il ne pleut plus, toute l'eau s'est infiltrée, ou s'est évaporée, et du coup, il y a de nouveau plus d'eau. Donc dans les flaques qui restent, il n'y a plus de vie du tout, tous les poissons sont morts, la température augmente trop dans ces flaques-là, il n'y a plus suffisamment de... la superficie d'eau n'est pas suffisante, et puis à certains endroits, on a ce phénomène-là d'eutrophisation. Et du coup, après, les stations d'épuration aussi qui rejettent les eaux traitées, les eaux usées, s'il n'y a plus suffisamment d'eau pour pouvoir évacuer tout ça, ça peut entraîner une concentration de pollution à certains endroits. Donc on peut s'attendre à ça au niveau de... ça ressemble un peu à ça, l'oignon en soi. Ça fait 3 mois en fait que ça ressemble à ça. Donc par rapport à l'eau, ça va forcément avoir un impact fort sur la faune et la flore aquatique, mais je ne peux pas en dire plus, quel impact exactement, c'est impossible à modéliser. Un impact sur les tourbières, le secteur des 1000 étangs, il y a quand même beaucoup de tourbières, avec une augmentation, une réduction des pluies, une augmentation des températures, égale augmentation de l'évapotranspiration, donc c'est la transpiration émise par les végétaux, ça va assécher, ça risque d'assécher les tourbières. Des conflits d'usage à venir, quand il y aura beaucoup moins d'eau, le conflit entre les touristes qui veulent faire du canoë sur l'oignon, les pêcheurs qui veulent pêcher, conflit d'usage entre éventuellement l'agriculture. Alors il n'y a pas vraiment, comme en Alsace, de maïs qui est poussé et irrigué abondamment, mais peut-être qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir certaines zones sur lesquelles on va développer le maïs ou le sorgho. On aura peut-être besoin d'eau pour alimenter ces ressources-là. Est-ce que ça ne va pas créer des conflits d'usage à l'avenir? On ne peut pas le voir. Et puis, à l'inverse, en hiver, davantage d'inondations durant des événements extrêmes. Enfin, en hiver, même en été, si on a des orages violents, un peu comme on a eu dans le sud de la France ce week-end, est-ce que, même si, nous, on est typiquement, on n'a pas la géographie typique pour avoir ce genre d'orage, mais peut-être qu'à l'avenir, avec le changement climatique, on sera davantage soumis à ça. Au niveau de la biodiversité, l'impact est envisagé à 3 échelles, à l'échelle de l'individu, de l'espèce ou de l'écosystème. Le réchauffement climatique va obliger certaines espèces à évoluer à leur échelle en tant qu'individu, à l'échelle en tant qu'espèce, donc toute une espèce d'oiseaux qui vont modifier leurs habitudes physiologiques ou leur morphologie. Et puis une modification de l'écosystème. On a de la visite. Et puis une
modification de l'écosystème, on le verra un peu plus loin. Les adaptations qui sont possibles, donc ça peut être des adaptations morphologiques ou physiologiques, donc des espèces qui vont changer leur physionomie, on va dire, ou alors migration. Donc on estime que 1 degré d'augmentation de température, ça entraîne un décalage des aires de répartition de 160 km vers le nord ou de 160 mètres en altitude. Donc 1 degré, on a déjà fait 0,85 degrés, il va y avoir 0,5 degrés en plus d'ici 2035, donc ça veut dire 80 km de remontée vers le nord pour les espèces animales et végétales. D'ici la fin du siècle, on sera quasiment à 2 degrés, donc voilà, 320 km. Donc ce qui est à 300 km actuellement au sud risque d'être ici d'ici la fin du XXIe siècle. Et puis, disparition des espèces qui ne pourront pas s'adapter. On estime, je crois, que c'est 19% des vertébrés qui vont disparaître en France, 8% de certaines des mollusques. Je ne sais plus exactement quelles espèces. J'ai dû vérifier mes chiffres. Mais disparition des espèces qui ne pourront pas s'adapter, ou alors hybridation de certaines espèces. Donc ça, c'est pas du tout en France ou en Franche-Comté, mais il y a une nouvelle espèce d'ours qui s'appelle le gros lard, ou le pisli, qui est en train d'apparaître. C'est un mix entre les ours blancs qui descendent de l'Alaska, qui ne trouvent plus de banquise, donc ils se déplacent, ils descendent. Les ours noirs, liés au réchauffement climatique également, enfin les grizzlies, remontent, et du coup ils se retrouvent à partager la même zone, la même aire, et il y a une hybridation entre ces ours, donc ça donne des ours qui sont gris-blanc, enfin pas gris-blanc, mais plutôt brun-blanc, un peu bizarre. Et donc ça a déjà été observé en captivité. Je ne sais plus, c'était aux eaux de Thoiry dans les années 70. Apparemment, ils n'avaient pas suffisamment de place pour les 2 ours, donc ils avaient mélangé un grizzly et un ours blanc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, ça donnait des petits, et qui étaient mi-blanc, mi-gris. Et dans la nature, ils se sont également aperçus que ça marchait également, et qu'il y a une nouvelle espèce qu'ils ont appelée gros lard, ou gros lair, ou pisli. Ils ne savent pas exactement encore comment l'appeler. Et les descendants, ils sont viables ou pas? Viable et en fait, producteur ou pas? Le problème, c'est qu'en captivité, c'est pas vraiment dans la nature, et dans la nature, il n'y a pas de suivi, j'ai l'impression, pour ces espèces-là. Donc je ne saurais pas dire si effectivement ils sont viables ou pas, mais je crois qu'effectivement, parce qu'en fait, dans l'article que je lisais, il parlait d'une mère pisli qui s'est accouplée avec un grizzly et qui a donné lieu à un nouveau pisli. Donc a priori, mais après bon, sur 20 générations, est-ce que ça va pas donner des problèmes génétiques? Je ne saurais pas dire. Je pense que de toute façon personne ne saurait le dire puisque c'est nouveau en fait. Donc les impacts sur la biodiversité, pour la faune, il y a, pour la flore, pas la faune, la flore, il y a un allongement du cycle végétatif, avec un bourgeonnement plus précoce de 1 à 4 semaines et une chute des feuilles retardée de 1 à 2 semaines. Donc la période de dormance pour les végétaux, elle est plus courte. Donc ils ont moins de temps pour récupérer, pour se régénérer. En bourgeonnant de manière plus précoce, ils sont aussi un peu plus soumis aux gelées, gelées tardives, qui peuvent continuer d'arriver. Donc ça va peut-être les fragiliser. Et puis il y a aussi une modification pour la faune des périodes de migration. Donc on le voit déjà, la pie grillage écorcheur, qui est cet oiseau-là, arrive avec 12 jours d'avance, et le milan noir arrive avec 21 jours d'avance. Alors le problème, enfin, ça peut être un problème, et ça peut aussi ne pas être un problème, mais le problème qui se pose pour certaines espèces, c'est que ça coïncide plus forcément avec la période d'abondance des proies. Donc si l'animal arrive avec 3 semaines d'avance, c'est pas forcément à ce moment-là qu'il y a le plus de vers de terre ou d'insectes ou de je ne sais quel... Il y a une corrélation, c'est ça qui est assez difficile à appréhender dans la biodiversité, c'est que c'est un écosystème. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un système, que tout est vivant, tout est lié, tout est connecté ensemble, et que quand vous modifiez l'un des paramètres, on ne sait pas quelle modification ça va avoir, quel impact ça va avoir sur l'ensemble du système en fait. Et il y a certaines espèces aussi qui sont des espèces clés, que quand vous l'enlevez de l'écosystème, tout l'écosystème s'effondre. Il y a une sorte d'effet de seuil en fait. Donc la biodiversité, quand voilà, on dit le grand hamster en Alsace disparaît, c'est pas grave, l'ours blanc disparaît, c'est pas grave. Certaines espèces disparaissent, effectivement, c'est pas grave, mais il y a certaines espèces, si elles disparaissent, ça peut être grave et ça peut entraîner un effondrement complet du système. Donc l'érosion de la biodiversité est vraiment un problème qu'on n'arrive pas encore à percevoir pour l'instant, puisque pour l'instant ça tient encore. C'est un peu comme quand vous jouez au Jenga, vous enlevez une pièce de la tour, vous enlevez une autre pièce, vous enlevez une autre pièce, la tour tient toujours, mais au bout d'un moment, vous enlevez une pièce et toute la tour s'effondre. C'est un peu la même chose avec la biodiversité en fait.
Donc il y a aussi l'apparition, avec le réchauffement climatique, il y a aussi l'apparition de nouvelles espèces en Franche-Comté. Avec la canicule de 76, il y a le guépier d'Europe qui apparaît en Franche-Comté, qui apparemment n'est pas une espèce de Franche-Comté. Je ne suis pas spécialiste de toutes ces espèces-là, hein. J'ai récupéré les informations dans les documents que je vous présentais un peu plus tôt. Il y a l'ambroisie aussi, qui est cette espèce de plante, en fait, qui est une plante invasive, qui est surtout présente dans le sud de la France, qui commence à remonter petit à petit, qui commence à faire très spontanément apparition en Franche-Comté, qui est présente en Bourgogne, et qui est en fait très allergène. Elle provoque un pollen, elle dégage de grandes quantités de pollen qui sont à très faible dose, il suffit d'une très faible dose pour être allergique en fait. Donc il y a 6 à 12% de la population qui est allergique à l'ambroisie, mais d'une allergie assez forte avec de l'asthme et des choses comme ça. Donc ça correspond, si on avait le même taux d'envahissement entre guillemets de l'ambroisie en Franche-Comté, le même taux que ce qu'ils ont en région Rhône-Alpes, on aurait 25 000 personnes affectées par cette plante-là. On observe aussi que les poissons, ce qui risque d'arriver, c'est que les poissons d'eau chaude vont progresser dans les rivières en Franche-Comté, avec un recul des truites et des poissons d'eau froide qu'on trouve actuellement. Régression également du bruant, ça c'est un exemple, hein, mais du bruant jaune qui est remplacé par le bruant zizi. Ne me demandez pas pourquoi il porte ce nom. Et une meilleure hivernation des oiseaux migrateurs. Et donc il y a des oiseaux qui n'ont plus besoin de migrer aussi loin que ce qu'ils avaient à faire avant. Maintenant ils peuvent rester en France métropolitaine ou même dans la région, ce qui fait que pour le coup ça représente une dépense énergétique moindre pour eux, un meilleur taux de survie, etc. Donc ça pour le coup c'est un impact positif pour ces espèces-là. Donc ça c'est pour la forêt. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la biodiversité ou l'eau. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Ça c'est une carte des Vosges saunoises, donc pour montrer que la forêt en fait elle est omniprésente chez nous. Je crois que c'est 55% du territoire qui est couvert par la forêt sur le secteur des Vosges saunoises. Donc vous avez Lure, nous on est ici à peu près en Luxeuil. Forêt domaniale en rouge, forêt communale et publique en orange, et puis forêt privée. Donc c'est surtout le secteur Vosges saunoise qui est en forêt privée. Et au niveau du peuplement, on a surtout des résineux et puis des peuplements mixtes sur le secteur Vosges saunoise, et puis pour le reste de la futée et la feuille. Voilà, donc la forêt est très importante, que ce soit à la fois pour le chauffage, via l'affouage, que ce soit pour l'industrie du bois, on a Ikea, on a Riso, pour les scieries également. Enfin voilà, c'est un secteur qui emploie pas mal de monde sur le secteur des Vosges saunoises. Donc le réchauffement climatique, ça aura un réel impact sur le secteur Vosges saunoise. Donc ça a un impact positif, le réchauffement climatique, dans un premier temps. Donc en fait, quand vous augmentez les températures, vous réduisez la période de dormance des végétaux, vous augmentez la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ça va les booster un petit peu. Donc les arbres dorment moins, ils ont plus de nutriments, ils ont plus de CO2. Le CO2, c'est ce qu'ils captent, le dioxyde de carbone, c'est ce qu'ils captent par photosynthèse, c'est ce qu'ils stockent en fait dans leurs feuilles et dans leurs troncs pour croître. Du coup, on s'aperçoit en fait qu'il y a une augmentation des cycles végétatifs. Donc le hêtre, par exemple, l'accroissement du hêtre en hauteur, en un siècle, il a doublé. Ça, c'est ce qu'on observe déjà au cours du XXe siècle. Donc grâce au CO2 qui le booste, aux températures un peu plus élevées, et puis à l'allongement des cycles végétatifs. Certaines personnes pensent qu'il y a des théories sur la fragilité des arbres par rapport à cet accroissement accéléré. Ouais. Est-ce que c'est valable ou... Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur le long terme, la tendance, elle s'inverse de toute façon. C'est-à-dire que ça va peut-être les booster pendant les 10-20 prochaines années. Et puis, à long terme, la tendance va s'inverser parce qu'en fait, on a moins d'eau, c'est ce que j'expliquais avant, on aura moins d'eau en été. Donc on aura un stress hydrique plus important. Donc le stress hydrique, c'est... on comprend assez facilement ce que ça veut dire, c'est le manque d'eau, tout simplement. Hein. Les espèces vont se retrouver en situation de stress parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'eau. Ça va aussi entraîner une augmentation des parasites ravageurs. Le réchauffement climatique, ça va être aussi des événements climatiques extrêmes plus importants, a priori, donc des tempêtes plus fortes, comme la tempête de 99, des incendies également, éventuellement. Donc du coup, tout ça, ça va faire en sorte que la production de bois va être très impactée par le réchauffement climatique.
positivement dans un premier temps, négativement dans un second temps. Ça, c'est une photo de 2003 qui a été prise dans le Doubs, au tout début septembre, je crois. Là, on voit que les arbres ils commencent déjà à devenir tout orange-jaune. En fait, ils sont rentrés en dormance, ils ont déjà pris leur... parce que voilà, il n'y avait plus suffisamment d'eau, les températures trop importantes, ils sont rentrés en dormance et du coup, ils ont déjà pris leur couleur d'automne, en fait. Donc les feuilles sont déjà en train de tomber alors qu'on est tout début septembre, quoi. Il reste en général encore quasiment 2 mois. On le voit bien, là, les arbres ils sont encore verts, donc il reste normalement encore 2 mois de vie pour les arbres, quoi. Donc il y a des mesures qui existent qu'on soupçonne d'être efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'avoir des forêts plus claires, on va dire, de couper les arbres morts qui risquent de se casser la figure en cas de tempête. Ça va être la futaie régulière, voilà, il y a des techniques qui sont expérimentées, qui sont pressenties comme permettant de rendre les peuplements forestiers plus solides, on va dire. Mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées, sachant que ce qu'on plante maintenant, c'est ce qu'on va récolter dans 100 ou 150 ans. Donc, bon, voilà, c'est un secteur qui se pose pas mal de questions quand même. Ça, c'est des cartes de l'ère de répartition du hêtre. Donc, en l'an 2000, ici, et en l'an 2100, à droite. Donc, c'est un projet, le projet Carbophore, qui avait été fait il y a une petite dizaine d'années, qui était justement de simuler l'évolution du hêtre et du chêne vert. Donc sur la diapositive suivante, c'est le chêne vert. Donc en fait, plus c'est bleu, moins vous avez de chances de tomber sur un chêne vert, enfin sur un hêtre, pardon. Et plus c'est rouge, plus vous avez de chances de tomber sur du hêtre. Donc là, on le voit clairement ici, a priori en 2100, il n'y aura plus du tout de hêtre. Et en Franche-Comté, donc on est ici, là on a une forte probabilité de tomber sur du hêtre, et puis là la probabilité va être beaucoup plus faible, ou alors en altitude, sur les massifs vosgiens, massifs jurassiens. Pour le chêne vert, c'est l'inverse. Le chêne vert, c'est très forte probabilité de trouver du chêne vert sur la côte méditerranéenne, un tout petit peu sur la côte ouest, par contre en France pas du tout. Et puis là on voit que l'aire de répartition du chêne vert, qui est apparemment une espèce typiquement océanique, enfin méditerranéenne, pas océanique, va s'étendre un petit peu plus et faire son apparition en Franche-Comté, j'avais noté. Donc être baisse de la zone de répartition. Chêne vert apparition en Franche-Comté en 2050 apparemment. Actuellement il n'y en a pas, mais d'ici 35 ans il devrait y avoir du chêne vert. Et puis sapins et épicéas vont a priori se réfugier en altitude. Se réfugier entre guillemets, il va y avoir une migration de ces espèces-là. Question sur le bois, sur la forêt. Alors sur l'agriculture, donc il y a l'agriculture, l'élevage d'un côté, les cultures de l'autre. Sur la première diapo, donc l'élevage, le réchauffement climatique va avoir un impact négatif sur la quantité de ressources fourragères à cause du stress hydrique. Donc on va avoir du fourrage qui sera de moins bonne qualité, qui sera plus sec à cause toujours du manque d'eau et puis des températures importantes. Par contre, on aura aussi un impact négatif sur la qualité des prairies naturelles. Par contre, un impact positif sur la durée de la pâture et donc les besoins en fourrage. On peut très bien envisager que les vaches broutent plus longtemps et plus tôt dans la saison et que du coup on aura besoin de moins de fourrage pour l'hiver. Mais c'est des suppositions. C'est encore une fois, on est dans avec 3 degrés de plus, ça devrait marcher comme ci, comme ça. Impact négatif sur la mortalité des jeunes animaux à cause de la température, des températures trop importantes. Ça, c'est surtout valable dans les cas de canicules importantes, comme la canicule de 2003. D'ici la fin du XXIe siècle, la canicule de 2003 devrait être un été pas classique, mais plus courant. On aura plus souvent ces températures-là. Ce qui du coup va entraîner un risque de mortalité plus important sur les jeunes animaux. Et puis un impact globalement négatif sur l'organisation des filières et des marchés suite à des incidents climatiques. Une grosse canicule en 2100, ça va peut-être faire mal à tout le secteur de l'élevage par exemple, parce que ça va être une année catastrophique en termes de rendement et de... La canicule de 2015, elle est aussi importante que celle de 2003. En termes de température, un peu moins, je crois, mais je pense que le problème, c'est que ça a duré plus longtemps. Elle a commencé très tôt dans la saison, les températures ont commencé en juin, pour s'étendre quasiment jusqu'en août. Donc ça a été 2-3 mois de... Donc on n'a pas atteint les records de température, je crois, de 2003. Par contre, en termes de durée, effectivement, ça a posé de vrais problèmes. Et je pense que, alors on ne peut pas lier, enfin les météorologues ne font pas le lien entre
la canicule de 2015 et forcément le réchauffement climatique, puisqu'encore une fois, ça peut être un écart à la moyenne explicable de manière naturelle, mais ça donne un bon aperçu par contre de ce à quoi ressemblerait un été d'ici 50 ans ou 60 ans. Ça risque d'être ça quasiment tous les étés, quoi. Au niveau de l'agriculture, donc pour tout ce qui est culture et vigne, un avancement probable des dates de récolte. Dans un futur proche, on estime que le maïs va être récolté avec 1 mois d'avance et 1,5 mois d'avance dans un futur lointain. Alors ils utilisent le terme futur proche, lointain, on ne sait pas exactement si c'est 2030, 2050, ça reste un petit peu flou. Par contre, ça entraîne du coup une libération plus précoce des terres, ce qui permettra de faire éventuellement d'intercaler de nouvelles cultures, à condition qu'il y ait un débouché pour ces nouvelles cultures. Ça va avoir un impact, il va y avoir comme pour la forêt un impact positif dans un premier temps, puis négatif sur les rendements. Donc la hausse des températures et du CO2, ça va aussi booster les cultures comme ça booste la forêt, tant qu'on a une ressource en eau suffisante et tant qu'on a des températures pas trop élevées. Le facteur limitant pour l'agriculture et pour la forêt, c'est plus la ressource en eau que les températures elles-mêmes. Donc effectivement, quand on a des températures élevées et surtout pas d'eau, là ça pose problème pour les rendements. Ça a un impact positif sur les maladies fongiques. Les maladies fongiques reculeront, on a moins d'humidité, des températures un peu plus importantes, donc tout ce qui est maladies fongiques recule. Par contre, risque de prolifération d'insectes, par exemple la cicadelle porteuse de la flavescence dorée en Bourgogne, c'est très fortement soupçonné d'être lié au réchauffement climatique. Et on aura peut-être ces problèmes-là aussi en Franche-Comté. C'est déjà le cas? Je disais, c'est sur la ligne. Oui, sur la vigne. Ouais. Oui, c'est pas forcément pour la Haute-Saône, là je parle à l'échelle Franche-Comté, il y a des vignes dans le Jura. Et puis une incertitude sur les prix mondiaux des denrées. Effectivement, dans un monde qui va complètement se réchauffer, tout ce qu'on a l'habitude de produire actuellement, d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce sera peut-être complètement modifié. Du coup, qu'est-ce qui va être des prix mondiaux des denrées? Est-ce que si la Russie se met à exploiter, à faire du maïs de manière abondante, ça va faire effondrer les prix? Est-ce que... On ne sait pas, hein, ça reste un petit peu théorique tout ça pour l'instant. Alors les impacts sur la santé, une surmortalité, donc ça c'est pour les êtres humains que je parle, hein, pour la santé. Surmortalité des personnes les plus fragiles durant les canicules, on l'a vu en 2003, hein, il y a eu une belle hécatombe de personnes âgées, de personnes les plus fragiles en 2003. Une sous-mortalité durant l'hiver, on aura des hivers a priori plus doux, donc une sous-mortalité, même si en fait ces chiffres-là on peut leur faire dire ce qu'on veut, puisqu'on peut très bien envisager de mettre en place des plans de vigilance, orange, rouge, des plans d'alerte, etc., qui fait que finalement on sera mieux prévenu, on sera mieux préparé pour faire face à une vague de canicule. Par contre, il risque d'y avoir une augmentation des épisodes de pollution de l'air avec tous les impacts sanitaires que cela implique, donc augmentation des températures, canicule, et on a plus facilement des épisodes d'ozone dans les zones, pas forcément ici en milieu rural, hein, on n'a pas trop ce problème-là, mais par contre vous avez ne serait-ce qu'à Belfort-Montbéliard, hein, c'est pas bien loin, ou Besançon, avec la circulation automobile, en période de canicule, vous mettez 3 semaines de canicule et puis pas un vent, et puis beaucoup de voitures qui circulent, et puis là, voilà, on se retrouve avec un vrai problème de pollution de l'air. J'en parlais un petit peu avant, l'Ambroisie, 6 à 12% de la population allergique, ça représenterait 25 000 personnes en Franche-Comté si on avait le même taux si l'Ambroisie était aussi présente en Rhône-Alpes qu'elle est présente. Elle était aussi présente en Franche-Comté qu'elle n'est actuellement présente en Rhône-Alpes. Voilà, c'est une plante très très allergène. Baisse de la qualité de l'eau potable, apparition de maladies exotiques. Effectivement, si on a moins d'eau qui circule, moins d'eau de surface, on le voit notamment à Plancher-les-Mines, ils sont en tête de réseau avec l'été qu'on a eu. Ils ont un problème pour alimenter en eau leur réseau d'eau. Ils ont été obligés de se raccorder, de demander de l'eau, je ne sais plus si c'est Plancher-Bas, ou si c'est... Alors c'est peut-être lié aussi à un réseau qui est vieillissant, mais voilà, ça peut avoir aussi un impact, le réchauffement climatique peut avoir un impact sur la ressource en qualité en eau potable. Et puis apparition de maladies exotiques, point d'interrogation, on ne sait pas vraiment dire si ça risque d'arriver ou pas. Donc là ça va aller assez rapidement, c'est les deux derniers impacts. L'augmentation des risques naturels, un risque d'inondation un peu plus important, par crue ou par ruissellement excessif en cas d'orage ou de pluie importante.
amplification du risque de retrait-gonflement des argiles. Donc pendant la canicule de 2003, il y a eu 231 communes qui ont été déclarées en situation de catastrophe naturelle en Franche-Comté. Donc le retrait-gonflement des argiles, c'est vraiment très simple à comprendre. En gros, vous avez une couche argileuse qui va se remplir d'eau durant l'hiver, qui va du coup gonfler. Et quand elle sèche, cette couche argileuse sèche en été, en période de canicule, ça fait craquer les maisons, ça fait craquer les fondations, parce que le sol, tout simplement, il gonfle et puis il se rétracte. Donc les maisons qui ne sont pas construites avec des normes sismiques, parasismiques, qui n'ont pas l'habitude de pouvoir encaisser ces variations, elles risquent de se fendre. Donc il y a eu, durant la canicule de 2003, 231 communes en situation de catastrophe naturelle. Donc c'est sur le secteur des Vosges-Saunoises, il y a une cartographie qui est en ligne sur le site du BRGM, le Bureau de recherche géologique minière. Vous pouvez voir à l'échelle de la Franche-Comté quel est le risque, est-ce que c'est un risque fort, faible, modéré, etc. Tout le secteur Vosges-Saunoise n'est pas du tout concerné puisqu'il n'y a pas de couche argileuse. Le secteur, là où ça commence à être un petit peu problématique, c'est plutôt entre Vesoul et Lure ou Vesoul et Luxeuil par exemple. À partir de là, il commence à y avoir un risque de retrait-gonflement des argiles plus important que ce qu'on a sur le secteur Vosges-Saunoise. Sur le tourisme, impact sur le tourisme, pas grand chose à dire, impact positif en été. On imagine assez facilement que s'il fait 3 degrés de plus à l'échelle mondiale, qu'il y a des épisodes de canicule dans le sud de la France, les gens seront peut-être plus intéressés pour venir passer leurs vacances en Franche-Comté pour profiter des températures modérées, mais ça c'est une supposition. Et puis des impacts négatifs en hiver, moins de neige, donc Métabier, la planche des Belles-Filles, ça risque d'être plutôt compliqué pour aller faire du ski. De manière régulière du moins, donc ça n'empêchera pas qu'il y ait des hivers dans lesquels il y a beaucoup de précipitations, enfin beaucoup de neige. Et puis les impacts sur l'énergie, donc on prévoit une réduction de la consommation d'énergie durant l'hiver, vu qu'on aura des hivers moins rigoureux, moins de consommation, mais une augmentation de la consommation d'énergie durant les épisodes extrêmes, donc on peut très bien envisager d'avoir des vagues de froid qui vont augmenter notre consommation d'électricité, d'énergie pour se chauffer. Augmentation également de la consommation d'énergie durant les périodes de canicule pour se refroidir, pour la climatisation, etc. Le problème, c'est qu'en été, on a moins d'eau qui circule. Donc on a moins de production d'électricité par l'électricité hydraulique et surtout un problème de production d'électricité nucléaire pendant les périodes d'étiage. Ce qui se passe, c'est que quand le niveau d'eau baisse, il faut d'énormes quantités d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. C'est pour ça que les centrales nucléaires sont toujours à côté d'une rivière, d'un fleuve, on va dire même. Si les débits sont trop faibles, on ne peut plus prendre l'eau dans la rivière. Alors on a vu que c'est un cas de force majeure, on arrive toujours à avoir des dérogations pour prendre l'eau dans la rivière. Le problème, c'est à quelle température on va rejeter l'eau après. On refroidit le réacteur nucléaire avec l'eau, on la rejette à 28, 30, 35 degrés. Il n'y a plus beaucoup d'espèces vivantes quand on rejette de l'eau à 35 degrés dans la rivière. Surtout dans une rivière dans laquelle le taux, le niveau de l'eau est déjà suffisamment bas. Donc voilà, encore une fois, la ressource en eau qui est stratégique, même pour la production d'énergie. Donc du coup, en conclusion, là j'ai juste présenté, c'est peut-être un peu anxiogène tout ce que j'ai présenté, on a présenté surtout les impacts négatifs, j'ai essayé de présenter un peu les impacts positifs, parce que ça peut aussi avoir des impacts positifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de solutions qui existent pour s'adapter à tout ça, et des choses très simples qu'on peut mettre en place, et surtout, il y a énormément de solutions qui existent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour réduire notre consommation d'énergie. Et voilà, c'est quelque chose qui est en train de naître à l'échelle du plan climat ou du pays des Vosges-Saunoises. On essaie de travailler avec les collectivités pour lancer une dynamique là-dessus, pour réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans la société civile, il y a plein d'associations qui commencent à naître, d'initiatives qui commencent à naître du terrain. Et faut vraiment pas avoir peur en se disant que voilà, c'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît actuellement. Ça va être un monde différent, qui sera peut-être un peu moins agréable, peut-être un petit peu plus hostile pour nous, mais voilà, on aura la possibilité de s'adapter. Et surtout, ce qu'il faut qu'on fasse dès maintenant, c'est réduire notre impact environnemental, réduire notre consommation d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis j'ai découvert il n'y a pas longtemps une citation de Jean Monnet qui, je crois, est quand même pas mal. Du coup, moi je me la répète régulièrement parce que j'ai des phases d'optimisme et de pessimisme très fortes.
Ce que je m'aperçois, c'est que finalement, il suffit pas c'est pas important d'être optimiste ou pessimiste, il suffit pas d'être bourré d'énergie et se dire c'est bon, on va sauver la planète, ou au contraire, personne bouge ses fesses, on va tous mourir. Ce qu'il faut, c'est juste d'être déterminé, donc d'être persuadé que ce qu'on fait, ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Et je pense que voilà, les choses sont en train d'aller dans la bonne direction avec les lois sur la transition énergétique, les lois Grenelle, avec la COP 21 qui arrive, et puis un dernier petit dessin un peu humoristique pour montrer ce qui nous attend. Donc la COP 21, c'est la conférence climat qui a lieu à Paris, qui aura lieu à Paris pendant 2 semaines, de fin novembre à début décembre. Donc, la dernière grande conférence sur le climat, c'était Copenhague 2009, ça a été apparemment un échec puisqu'il n'y a pas eu d'accord qui a été fixé au niveau national, enfin au niveau mondial. Les gouvernements n'ont pas réussi à s'entendre, donc tout l'enjeu de la COP 21, c'est de réussir à mettre 220 pays d'accord sur un objectif de réduction de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Et puis bon, ce petit dessin il est quand même marrant parce que c'est vrai qu'en 2006, le discours il faut vraiment agir. 2007, agir devient impératif. 2008, agir sans plus tarder. Il est urgent d'agir à Poznan en 2008. 2009, l'urgence c'est maintenant. Bon, le point positif maintenant, c'est que l'urgence c'est derrière nous. Donc il n'y a plus de problème. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, juste une chose pour vous dire, déjà, grand merci à M. Aubertin qui a fait un travail de grande qualité, je trouve. Et puis, on se revoit le 20 octobre. Donc, pour la médecine, je voulais vous demander quel sujet vous voulez privilégier en premier, ADN, Alzheimer ou le sida. Au choix. Comme vous voulez. Le sida. Le sida, plus madame. L'ADN. L'ADN, alors en majorité pour l'ADN alors. Bon, on va commencer par l'ADN. Et puis pour ceux qui veulent rester, il y a des participants qui ont amené une bouteille ou de quoi manger un petit peu si vous voulez discuter après coup sur le sujet. Et donc je pense que j'ai tout dit. Et puis oui, on se revoit le 20 octobre. Vous aurez toutes les informations sur le site, diapo, vidéo, les choses à imprimer, vous aurez tout sur le site comme d'habitude. Voilà. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.